Bonjour, M. Bonin. Bonjour, M. Camuel. Je vous remercie d'être venu pour Laval, M. Laval. Oui. Je vous laisse la parole. Moi, ma conjointe, elle peut dire 20 fois par jour, c'est beau. On va dehors, c'est beau, tout le temps. Elle regarde par la fenêtre, c'est beau. Et si vous remarquez Laval, le mot qui revient le plus dans sa bouche, c'est exceptionnel. Je suis sûr que si on réécoute la bande, on va trouver le mot exceptionnel à quelques occasions. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui lui convient parfaitement. Hein? C'est un homme exceptionnel qui utilise le mot qui lui convient. Et quand il rencontre des gens, il a souvent ce mot-là dans la bouche. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein? Il va dire d'un tel, c'est exceptionnel. C'est parce que c'est sa nature aussi. Il est comme ça, généreux par nature. Et la chose dont je voudrais surtout témoigner, il y a deux choses dont je voudrais témoigner, c'est son surprenante capacité de travail. Parce que moi, je restais juste en face de son bureau, à la commission scolaire, dans une petite maison bleue à l'écart. Et je peux dire que la lumière était allumée tous les soirs. Et que c'était pas le concierge. Même le dimanche soir, c'était Laval. Laval qui préparait ses réunions du lendemain, des choses comme ça. Puis je me souviens qu'il m'a dit une fois qu'il était à une époque où il allait à des réunions à Québec le matin, il revenait le soir. Je suis sûr que sa journée n'était pas finie. Il travaillait. Alors l'autre fois, il m'a dit, je trouve que Geneviève travaille trop. Mais c'est héréditaire. C'est lui qui lui a transmis ça. Il a beaucoup travaillé et il a bien travaillé. Et ça, c'est une part importante dans la vie. Moi, je pense que c'est Léonard de Vinci ou quelqu'un comme ça qui disait qu'une vie bien remplie est une vie longue. Alors Laval a eu une vie bien remplie et il a su la remplir. L'autre chose dont j'aimerais témoigner, c'est, on ne le dit pas assez, c'est son espèce d'intégrité morale qu'on ne voit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on lit les journaux, on s'en plaint de mesquinerie partout, on a même un président américain dont la mesquinerie est universelle, reconnue par tout le monde. Laval, c'est le contraire de ça. Hein? C'est quelqu'un qui, moralement, me paraît à moi, en tout cas, intègre. Et c'est le souvenir que j'en garde. C'est un exemple pour moi, et ça a dû l'être pour beaucoup de gens. Voilà. Je ne sais pas si ça suffit. Je te remercie infiniment. Tu l'as très bien décrit et c'est formidable. Merci. Bonjour, Madame Nadeau. Bonjour, René. Ça me fait grand plaisir et surtout, ça fait sûrement plaisir à Laval. Alors, je vous laisse la parole. Bien, d'abord, Laval, on a travaillé ensemble à peu près une quinzaine d'années. Oui. Aussitôt qu'il y en a qui y fermaient une porte à Québec ou à Ottawa, là, vous irez voir les fonctionnaires, ils savent qu'il est capable d'ouvrir des portes, n'importe laquelle. Vous pouvez vérifier avec Laurent Boudreau, d'ailleurs, M. Boudreau, il a été mal pris à un moment donné pour des fonctionnaires qui l'ont appelé puis ils ont dit tiens, ton DG tranquille un peu, il est trop tannant. Oui, C'est vrai, hein? Oui. C'était Jacques Chagnon, Monsieur Chagnon, le ministre de l'Éducation, qui avait téléphoné à Laurent Boudreau parce qu'on travaillait très fort pour implanter le Centre matapédien d'études collégiales. Et on ne lâchait pas, c'est bien évident. Les gens nous disaient non, puis non. Chaque fois qu'ils nous disaient non, c'était pire. Alors, se faisaient des interventions assez musclées. Puis effectivement, le ministre de l'Éducation a téléphoné à Laurent Boudreau pour lui dire que c'était assez, là. Oui, voilà. Mais on dit que son audace n'a d'égal que sa ténacité. À Laval, c'est un grand pêcheur de saumon. Pour moi, il a pris son exemple sur les saumons. Parce que le saumon, lui, il est pas mal tenace, il lâche jamais. Mais à Laval, c'est la même chose. Quand il s'était fixé un nouveau défi, et vous pouvez être assuré qu'il faisait tout ce qui était possible, puis j'y rajouterais même l'impossible, souvent. Mais
je veux te remercier en particulier parce que tu as représenté pour nous tous ceux qui t'ont côtoyé, qui ont travaillé avec toi. Tu as représenté un modèle, un homme délicat, attentif à chacun. Moi, ce que j'appréciais le plus, c'était peu importe sa condition sociale. Tu peux aussi bien t'adresser au concierge qu'au président. Ça n'avait pas d'importance pour toi et tu avais autant de délicatesse et de respect envers un comme envers l'autre. Puis, moi, ce que j'ai profité le plus, c'est, comme disait Raymond tantôt, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est ton sens de l'éthique élevé. Pas un peu, pas semblant. Tu avais un jugement exceptionnel. Quand tu décidais quelque chose, on s'en allait par là. Et c'était une de tes valeurs prioritaires. Merci. C'est toi. Merci. Puis en plus, quand il donnait sa confiance à quelqu'un, là, il ne la retirait pas. C'est à la vie et à la mort. Fait que moi, je pense que j'ai été chanceuse de travailler avec toi parce que j'ai appris beaucoup de choses sur toi, sur la façon d'être un leader, mais aussi sur moi. Tu m'as donné la chance de devenir quelqu'un d'autre. Merci. Mais merci beaucoup, Jocelyne. Merci beaucoup. Ça a été choyé de travailler avec toi. Ouais, et moi de même. Oui, merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, M. Normand. Manuel. Vous connaissez bien M. Laval. Assez bien. Oui. Même je dirais très bien. Bonjour, Normand. Et pour toi, ce que je retiens, tu m'en parles souvent, tu dis Laval, pour moi, c'est un leader. Il m'a influencé beaucoup. Tu dis ça, toi. Je te laisse la parole. Merci, René. Je connais Laval depuis plus de 50 ans. J'ai eu le privilège de travailler avec lui à la commission scolaire de la vallée de la Matapédia pendant 35 ans. Laval à différents niveaux. Moi, j'étais au même titre dans l'imprimerie. Même s'il était directeur général, Laval était toujours disponible pour nous recevoir à son bureau. Laval ne faisait jamais de distinction. Puis je vais répéter un peu ce que ma collègue dans le temps, Jocelyne, a dit. Son côté humain était très développé et chacune était très important pour lui. Peu importe son statut. Ça, Laval, je tenais à le mentionner, puis je t'en remercie beaucoup au nom de tous les collègues à qui on a eu le plaisir de travailler ensemble. Laval a su se démarquer par de grandes réalisations. Et je vais lui laisser le soin de vous les présenter. Pour Laval, un non n'était jamais une réponse acceptable. Ouais, Je pense qu'il a eu l'occasion de le dire. Aujourd'hui, Laval, je veux te remercier pour avoir été un mentor extraordinaire. Pour moi et pour tous ceux qui ont eu le privilège de te côtoyer. Merci pour le bel héritage laissé à tous les gens de notre belle vallée. Aujourd'hui, j'aimerais reprendre les paroles d'un chanteur, William Deslauriers. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Laval, je lève mon verre à toi. Tu as su rester debout et fier. Merci, Normand. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour, M. Canuel. Moi, ce qui me réjouit, c'est que vous continuez la lignée de votre père. Et je ne vous connais pas tellement, sauf que vous avez des valeurs incroyables et je pense que vous avez hérité ça de votre père. Je vous laisse la parole. Bien, merci. En fait, effectivement, c'était pas un tracé qui était défini comme ça, mais le point de départ était défini dans le sens que moi, quand je cherchais un métier, là, une profession universitaire, je regardais du côté des relations humaines, puis je nommais des métiers. Puis Laval m'a dit « T'as pas pensé à l'orientation? Ça mène partout. Ça mène à tout, l'orientation. » Donc, en fait, je suis allée en orientation comme Laval a fait
au départ de sa carrière. Mais le reste est arrivé par hasard de la vie un peu. Mais en fait, c'est une chance si j'ai hérité de certaines qualités. Écoutez, c'est difficile un peu de décrire Laval, mais effectivement, les qualités humaines, il les a totalement. Moi, quand je pense aux qualités humaines, le premier qualificatif qui me vient en tête, c'est que Laval a une écoute exceptionnelle. En fait, Laval, c'est rare qu'on voit des gens qui ont une réelle écoute. Ils te regardent, là, puis une écoute active, ça, c'est vraiment unique ou presque à Laval, là. Puis même qu'ils s'excusent quand ils dévient un peu pour quoi que ce soit. Je t'écoute, attends, on revient. Ça, c'est une superbe qualité. Ça définit beaucoup Laval. Puis aussi, la générosité, on l'a nommé avant, la délicatesse aussi. Laval pense aux gens, envoie des mots, félicite, est un homme vraiment délicat. Est soucieux des gens, de toutes les personnes. Il demande comment ça va, il est porté. C'est plutôt quelqu'un qui est un introverti, il parle peu de lui. Moi, je suis un peu comme ça aussi. On n'aime pas vraiment parler de nous, mais on aime beaucoup. Là, j'ose me mettre une qualité qu'on a ensemble. Mais Laval est un homme vraiment très à l'écoute et intéressé par les gens. C'est aussi un mentor, là, si je tasse un peu, là. C'est un mentor exceptionnel. Je dois dire ça, moi aussi, finalement, exceptionnel. C'est vraiment un mentor de qualité, là. J'ai la chance En fait, la vie a emmené que là, je suis à la direction du CEMEX. C'était pas mon tracé. Les circonstances j'étais bien comme professionnelle, comme conseillère d'orientation, mais les circonstances ont fait. Mais c'est dans ce cheminement-là, c'est un mentor, quelqu'un qui a un bon sens de l'analyse, qui aide, qui est en ligne, qui a un bon jugement, qui guide vraiment de bonne façon. Fait qu'il joue vraiment un rôle de mentor qui est bien, bien apprécié. C'est un bel héritage. Ah oui, vraiment. Ici, ça s'appelle l'héritage. Oui. Ah oui, ça va parfaitement avec votre thème. Oui. Merci. J'ai il semble que je peux... Oui. Merci beaucoup, Geneviève. De rien. C'est une belle relation. Oui. Fille et père. Oui. Très belle relation. Bien choyée. Oui. Merci. Merci d'être là. Merci d'être là. Laval, je vais passer quelques volets parce que ton parcours sur le plan professionnel est incroyable. J'en parlerai pas parce qu'on a parlé un peu tantôt. À partir de l'éducation aux adultes, l'industrie modulaire, école forestière, CEREC, Cégep, etc., etc. Je veux juste te demander un mot, ce qui va faire l'ensemble de ça, résumer l'ensemble. Parle-moi un petit peu de la fusion des commissions scolaires, de la commission scolaire Matane et Vallée. La fusion des commissions scolaires est arrivée pour moi en fin de parcours, bien sûr. C'était en 1997, après une longue carrière dans le réseau d'éducation. Puis juste un petit intermède, c'est que je veux mentionner le privilège, René, que j'ai eu d'intervenir à tous les niveaux.
quand j'ai travaillé dans le réseau d'éducation, autant auprès des enfants, des adolescents, des adultes, en formation professionnelle, en administration, et tous les secteurs d'intervention, j'ai eu le privilège de côtoyer ça. Et ça m'a conduit effectivement à un événement en 1997, à une décision, un décret du gouvernement du Québec, ministère de l'Éducation, à l'effet de regrouper les commissions scolaires du Québec en 72 commissions scolaires du Québec, effectivement. En 97. En 97. Et c'est là qu'on nous a proposé la fusion avec Matane. J'aurais pu être la fusion avec Rimouski, mais ça a été la fusion avec Matane. Et aurais-tu préféré Rimouski? j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. Ah, Personnellement, je me suis prononcé face au Conseil des commissaires de la Vallée et le Conseil était d'accord avec moi tout à fait contre ce regroupement des commissions scolaires parce qu'il venait mettre un terme au sentiment d'appartenance que nous avions à cette région que j'aimais et que j'aime toujours. On avait un lien étroit de collaboration entre la commission scolaire, les services de santé, la MRC. Et à partir du moment où tu éloignes le pouvoir de décision de l'action, à ce moment-là, tu démobilises ta population. Et les grands ensembles font en sorte que les services directs à la population s'en éloignent. Et les services directs sont moins bons. Et on porte moins attention aux élèves, aux primaires, secondaires et aux services de santé. Ça s'applique aux services de santé également, parce qu'on s'était prononcé contre. Moi, j'étais tout à fait en désaccord. Et je suis encore avec la lecture de ce qu'on voit, avec le regroupement dans le domaine de la santé. On le voit avec la perte des services. Alors, la fusion, pour moi, ça a été un moment noir, je pense, un moment très peu glorieux pour le développement de la vallée. Tant au niveau de ses jeunes, tant au niveau de sa population, parce que la commission scolaire était impliquée dans le développement régional, dans le développement de sa région. Et tu as donné des exemples tantôt sur lesquels la commission scolaire est intervenue. Il y en a d'autres. Et ces exemples-là ont fait en sorte que, dans le temps, ça l'a aidé au maintien de la population, au développement des services. Mais maintenant, ça n'existe plus. C'est un déracinement. C'est comme si on déracine une population de sa communauté, et à partir du moment où la déracine, elle s'implique moins, elle s'engage moins. C'est une longue réponse pour dire que la fusion, j'étais en désaccord avec ça. Le Conseil était en désaccord, mais c'est un décret gouvernemental qui a fait en sorte que l'ensemble des commissions scolaires du Québec ont passé dans la tordeur, si tu veux. Alors, je ne crois pas que ça a été une bonne décision pour nous, pour la vallée, que je regrette beaucoup cette décision. Le fait que notre population a diminué depuis 10-15 ans, là, est-ce que ce facteur-là, est-ce qu'il a pu jouer? De toute évidence, il a joué. Ça a joué? De toute évidence, il a joué parce que la commission scolaire, maintenant, ne joue plus ce rôle de support au développement régional en utilisant l'animation, en utilisant la formation. La commission scolaire s'impliquait comme tu as fait quand tu étais à la Société d'exploitation des ressources de la vallée, ou avec Jean-Guy ou avec d'autres. La commission scolaire s'engageait dans sa communauté et ça rayonnait. Et ça provoquait du développement économique. Alliance 9000, c'est 150 emplois. Et on a travaillé à d'autres projets qu'on nommera pas. Mais ça n'existe plus, cet engagement et cette détermination à développer des projets. Parce que dans le temps, le centre de foresterie, il a fallu 14 ans pour le développer, avec des partenaires. Et on l'a réussi, ce projet-là, parce qu'on était une commission scolaire qui épousait le territoire de sa MRC, de son milieu de santé, de son économie, de sa chambre de commerce. Mais on a brisé ce sentiment ou cette communion qui existait entre tous ces acteurs, et la réussite du développement d'une communauté repose dans la collaboration et l'association de tous les acteurs. À partir du moment où on met un terme, on met un bris à ces choses-là, décroît la population, moins de projets naissent, et effectivement, l'impact sur la décroissance de la clientèle, moins d'élèves, fermeture d'école, moins de services de santé, parce que moins de population. Alors, il faut revoir la gouvernance, selon moi, de la MRC de la Matapédia, avec l'ensemble des acteurs pour redonner vie à ce qui s'écoule, malheureusement,
dans une décroissance très néfaste pour la survie de la Matapédia, parce qu'il n'y a rien qui nous dit que dans quelques années, il n'y en aura pas 1000 de moins encore. Il faut arrêter cette hémorragie-là. On est capable de le faire. On est capable de le faire. On est capable de le faire à la condition qu'on revoie la gouvernance politique de la Matapédia, selon moi, et à la condition qu'on essaie de revoir nos modèles de collaboration qui se sont envolés avec ces fusions de santé, ces fusions d'éducation. Toi, tu as eu un grand pouvoir dans ces rôles-là, à la commission scolaire, mais tu n'as pas pensé, toi, de devenir premier ministre du Québec? Je te dirais... devenir député, mais ministre, etc. Je te dirais qu'à ce moment-là, je n'avais pas un grand pouvoir, j'avais surtout beaucoup de devoirs. Parce que la notion de devoir, c'est celle qui nous conduit plus loin, selon moi, que la notion de pouvoir. La notion de devoir, elle nous permet de faire avancer des projets, de faire en sorte que tu peux convaincre des gens qui ont le pouvoir politique. Et j'ai jamais pensé à intervenir en politique. J'ai occasionnellement été interpellé, mais le bonheur que j'avais, le privilège que j'avais était trop grand. Celui de pouvoir être en service à une communauté comme la mienne, comme la nôtre. Et j'aurais jamais voulu m'en éloigner. Okay. Parce que c'était un privilège immense que j'ai eu dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, que d'essayer humblement de servir avec des partenaires qui sont nombreux, de servir une communauté qui en a tant besoin encore. J'aurais beaucoup de questions à poser sur ça, mais je change de... Oui. Tu es un homme de foi. Oui? Oui. Comment peut se manifester ta foi, concrètement, là? Comment elle se manifeste? Comment tu manifestes? Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Oui, c'est ça. C'est que la foi se manifeste, dans mon cas, par cette croyance que j'ai en la vie, en l'être humain, en la personne. Cette croyance que j'ai qu'il y a aussi quelque chose après. Moi, je suis profondément convaincu, René, que après la vie, il existe une autre vie. La résurrection. Une autre vie. Je ne sais pas comment on peut nommer ça. On peut nommer la résurrection. La résurrection, ça veut dire renaître ou revivre dans une autre dimension. Mais tu fais la distinction entre réincarnation et résurrection. Moi, peut-être que je suis moins spécialisé que professeur de catéchèse pour pouvoir bien définir la nuance entre les deux. Tu dis qu'il y a quelque chose après. Oui, parce que il me semble que c'est impossible, selon moi, qu'on puisse vivre une vie comme celle que l'on vit, avec des difficultés, des bonheurs, avec des familles, avec les gens qu'on aime, avec ses enfants, petits-enfants. Il est impossible qu'il n'y ait rien après de divin qui puisse nous réconforter. Moi, ce qui me réconforte, René, là, c'est de penser, malgré le contexte dans lequel j'évolue, comme celui de beaucoup d'autres, il n'y a rien qui me stimule autant que de penser que après, je vais me retrouver avec les gens que j'aime, avec ma famille et avec ma communauté. C'est ce qui me donne de l'espoir. Et ce qui me donne ma reconnaissance aussi à l'égard de la vie. Moi, je me souviens que maman, en 1985, elle est décédée, maman, en 86, Anne-Marie, disait « Au soir de ma vie, je suis remplie de reconnaissance ». Alors, c'est un peu au soir de ma vie. J'espère que il reste plusieurs soirs de ma vie. Mais à ce moment-là, je crois à cette vie qui me permet d'être heureux et de penser qu'après, il y a une existence agréable et belle et comment je dirais ça, sereine. Ça va arriver peut-être dans 40, 50 ans, j'espère pas avant ça. Le médecin te dit, il te reste 1 heure à vivre. Ton épouse est là, tes 3 enfants sont là, tes petits-enfants sont là. Qu'est-ce que tu leur dis? Il te reste 1 heure, là, puis là, c'est chronométré. Là. Oui, d'abord, les gens que tu as nommés sont les gens les plus précieux pour moi, parce que dans cette belle vie que j'ai eue, j'ai été accompagné d'une façon exceptionnelle par Lisette et les enfants, et les petits-enfants. Moi, ce que je leur dis, c'est d'être heureux, d'être engagé, d'être respectueux des gens, d'aimer les gens. Parce que dans
dans les messages qu'on a reçus dans mon éducation chrétienne avec mes parents. C'est aimez-vous les uns les autres et aidez-vous les uns les autres, entraidez-vous les uns les autres. Moi, c'est ce que je leur dirais. Soyez comment je dirais ça, soyez heureux en étant comment je dirais ça, capable d'apprécier la vie et d'apprécier ceux qui vous accompagnent, les proches et ceux qui nous entourent aussi. Penses-tu que ceux qui seront là, pas uniquement ceux-là, là, que les jeunes vont être sensibles à ce que tu viens de dire, tes dernières paroles? Je ne parle pas de tes enfants, de ta femme, ils vont être très sensibles, mais ceux là, qui vont écouter ça aujourd'hui, là, plus tard, tes arrière-petits-enfants, penses-tu qu'ils peuvent être sensibles à ça? Je pense qu'il y a des... Avec tous les moyens électroniques qu'on a, moi, on voit passer des étudiants, ils ont tous quelque chose dans l'oreille. Oui, bon. oui. Comment tu vois ça? Est-ce qu'on peut les sensibiliser, ma question, à ça? Je suis porté à croire que oui, parce que nos jeunes, on s'en inquiète beaucoup à cause des nouvelles technologies, tu le mentionnes bien, René, mais les jeunes ne sont pas différents de nous en termes de modèles qu'ils retiennent, autant les tiens, les nôtres. Parce que moi, j'ai eu des modèles que je vais simplement mentionner vitement, Paul Gérin-Lajoie, René Lévesque, Frédéric Bach, au niveau de l'environnement. Il y a des gens qui m'ont marqué, influencé. Peut-être qu'eux, en regardant ma génération, s'inquiétaient de notre comportement. Un peu comme moi, je peux m'inquiéter que la nouvelle génération ne prenne pas les messages qui nous ont stimulés et animés, qui nous ont nourris. Mais je suis porté à croire qu'au-delà des éléments techniques qui nous empêchent de bien voir, c'est comme un écran qui nous empêche de voir derrière, mais c'est ça, avoir la foi, René. Avoir la foi, c'est croire en l'être humain, croire qu'au-delà de ces écrans techniques, au-delà de ces petites quincailleries artificielles parfois, pas toujours nécessaires, il y a un potentiel humain incroyable qui va continuer à enrichir la vie. Et j'ai profondément confiance. J'ai aucun doute d'ailleurs. Comme tu es un homme de foi, je vais conclure de la façon suivante. Évidemment, je te remercie. Je veux dire avec toi, Alléluia. Alléluia, René. Merci beaucoup. Si tu as un petit mot à dire, tu le dis, c'est tout. Mais c'est de la gratitude, René, à ton égard. Merci de m'avoir reçu. Mais je le dis à ton égard parce que c'est un privilège que j'ai. Je trouve qu'on m'en donne... J'ai essayé de donner à la communauté humblement, simplement. Mais j'en reçois plus que j'en donne. J'en reçois beaucoup. À ce moment-là, je n'en attends pas tant. Mais ce que je reçois, si ça peut être utile pour d'autres ou si ça peut rayonner, si ça peut être aidant, tant mieux. Alors, puis, je termine en remerciant mon épouse Lisette de m'avoir accompagné et compris dans ces moments parfois exigeants aussi, d'absence, d'engagement, de silence et de... Merci. Alléluia. Merci, René.